Salut à tous, bienvenue dans la vidéo numéro 8 de notre série de rentrée, dans laquelle aujourd'hui nous allons voir la suite des démonstrations. Donc nous allons faire la démonstration d'une implication et la démonstration d'une équivalence. Alors, pour ne pas perdre de temps et rester dans l'objectif de temps que je me suis fixé de 7 minutes par vidéo, ce que je n'arrive d'ailleurs jamais à tenir, nous allons passer tout de suite sur notre tableau pour voir ça, surtout qu'aujourd'hui il y a pas mal de travail. Alors j'ai hésité à maintenir deux exercices parce que je pense que ça va être trop long, mais tant pis, allons-y et essayons de faire vite. Alors, on veut prouver que quand une suite est convergente, alors cette suite est bornée. Alors il faut pour ça se rappeler des définitions. Donc qu'est-ce que ça veut dire qu'une suite UN est convergente? Alors là, on entre dans des définitions un peu fines, qui sont des définitions d'analyse. La définition intuitive, c'est de dire que la suite se rapproche d'une valeur quand n devient grand, mais le fait de se rapprocher d'une valeur, c'est une notion assez floue, et en mathématiques, on veut des notions précises. Alors, on dit que la suite UN converge vers une limite qu'on va appeler grand L, si, alors, quel que soit epsilon positif, il existe un n0 appartenant à n, tel que si n supérieur ou égal à n0, alors, eh bien, tous les termes de la suite, un, vont appartenir à un intervalle qui va être l'intervalle L moins epsilon, L plus epsilon. En gros, ce que ça dit, c'est, bon, si je veux dire que la suite converge vers L, eh bien, si je fixe un petit intervalle aussi petit que je veux autour de L, bah, au bout d'un moment, tous les termes de la suite vont être dans cet intervalle. C'est ça l'idée. Et puis, qu'est-ce que ça veut dire qu'une suite UN est bornée? Alors ça, c'est plus simple. UN est bornée si il existe grand M et petit m appartenant à R, tel que, pour tout n appartenant à n, eh bien, UN est compris entre grand M et petit m. Petit m et grand M s'appellent des bornes. Alors petit m, une borne inférieure, et grand M, une borne supérieure de la suite. Et ce qu'on veut prouver, c'est que quand ça converge, alors c'est borné. Alors on voit bien un lien entre les deux, puisque dans la convergence, on va être dans un intervalle L moins epsilon, L plus epsilon, alors que dans le fait d'être borné, on va être dans un intervalle petit m, grand M. La seule chose, c'est que pour la convergence, on va être dans l'intervalle L moins epsilon, L plus epsilon, à partir de n0. Mais pas pour tous les termes de la suite. Et donc il va falloir qu'on s'arrange avec ça. Alors, on va fixer un epsilon. On va dire soit epsilon égale 1. Alors, il va exister un n0 appartenant à n, tel que si n est supérieur ou égal à n0, alors, eh bien, un appartient à notre limite, donc L-1 et L plus 1. Ça veut dire que pour tous les termes à partir de n égale n0, on va bien être borné entre L-1 et L plus 1. Qu'est-ce qu'on va faire avec les premiers termes, donc U0 jusqu'à UN0-1? Eh bien, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire? On a un certain nombre de termes. On va appeler E l'ensemble, U0, U1, etc., jusqu'à UN0-1. Ça, c'est un ensemble fini de nombres. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire? Eh bien, on va pouvoir dire que cet ensemble fini de nombres, c'est-à-dire il y a, mettons, 1000 nombres dans cet ensemble, ou 1 million de nombres, mais en tout cas, il y a un nombre fini de nombres. Et donc, on va pouvoir dire soit petit a est égal au minimum de E, c'est-à-dire le plus petit nombre de ceux qui sont dans E. Et grand A, eh ben, on va dire que c'est le maximum de E, c'est-à-dire le plus grand nombre qui est dans E. Donc ça veut dire que les éléments de E vont être entre petit a et grand A. Donc jusqu'à n0, on est entre petit a et grand A, et puis à partir de n0, on est entre L-1 et L plus 1. Il ne reste plus qu'à rassembler tout ça. On va appeler petit m, ça va être le minimum entre le nombre L-1 et le nombre petit a, et puis grand M,
ça va être le maximum entre le nombre L plus 1 et le nombre grand A. Et il est très facile de vérifier que dans ce cas-là, quel que soit n appartenant à n, eh bien un va être entre petit m et grand M. Alors pourquoi ça? Parce que soit n est entre 0 et n0 moins 1, et dans ce cas-là, un est entre petit a et grand A, mais comme petit m, grand M, ça englobe petit a, grand A, eh bien ça marche. Et puis, si n est plus grand ou égal à n0, à ce moment-là, un est compris entre L-1 et L plus 1, et pareil, comme l'intervalle petit m, grand M englobe l'intervalle petit l-1, grand L plus 1, eh bien ça marche aussi. Et donc on a bien ça, et ça nous prouve bien que notre suite un est bornée. Alors à noter que ce qu'on a démontré ici, c'est ce qu'on appelle une implication, c'est-à-dire si j'ai A, alors j'ai B. Si je mets une flèche dans l'autre sens, ça s'appelle une équivalence, c'est ce que j'ai ici. Alors la question qu'on pourrait se poser ici, c'est est-ce qu'on a une équivalence, c'est-à-dire est-ce que quand une suite est bornée, alors cette suite est convergente? Il se trouve que non, et d'ailleurs c'est l'objet de l'exercice de demain. Donc pour l'exercice de demain, on va démontrer que des choses sont fausses en donnant des contre-exemples. Quand on a une propriété, si on a une implication et qu'on veut démontrer que cette implication est fausse, on peut se contenter de prouver qu'elle est fausse en donnant un contre-exemple. Et donc, toute suite bornée et convergente, eh bien ça c'est une affirmation fausse, et on va chercher un contre-exemple pour le prouver. Et puis il y a trois autres affirmations qui sont fausses, et donc ce qu'on se propose à faire demain, c'est de donner des exemples de suites qui contredisent ces implications et qui font que ces affirmations sont fausses. Donc pareil, vous pouvez jeter un petit coup d'œil à ça pour demain. Alors revenons à notre exercice. Donc on vient de prouver que si un est convergente, alors un est borné. Et ici, on va prouver une équivalence, c'est-à-dire on va prouver que si A est égal à B, c'est équivalent au fait que A union B égale A inter B, quand A et B sont deux parties d'un ensemble E. Donc quand on a un ensemble E, bon, on peut le représenter comme ça. Dedans, on va avoir un ensemble A et un ensemble B. Alors ce qu'on va appeler A union B, eh bien ça va être l'ensemble qui regroupe tous les éléments des deux ensembles. Ça va être cet ensemble-là. Et puis, on va avoir l'ensemble A inter B, qui va être les éléments qui sont communs aux deux ensembles, c'est-à-dire les éléments qui sont dans les deux ensembles en même temps. C'est-à-dire ces éléments-là. Et donc, on veut prouver que A égale B, c'est équivalent au fait que A union B égale A inter B. Alors, pour prouver une équivalence, comme ça, on peut parfois raisonner par équivalence, et partir de l'un et dire c'est équivalent à, c'est équivalent à, c'est équivalent à, et arriver à la deuxième affirmation. C'est parfois un peu difficile de raisonner par équivalence, c'est pas toujours évident de voir qu'on peut aller dans un sens et revenir dans l'autre sens. C'est souvent plus facile de faire par ce qu'on appelle par double implication, c'est-à-dire je suppose que ce qui est à gauche est vrai, je montre que ce qui est à droite est vrai, et puis dans l'autre sens, je supposerai que ce qui est à droite est vrai, et je prouverai que ce qui est à gauche est vrai. Donc ici, je suppose que A égale B. Alors, qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne que A union B est égal à A union A, puisque B égale A. Mais A union A, évidemment, A union A, c'est A. Et puis, A inter B, c'est A inter A. Mais l'intersection de A avec A, évidemment, ça donne A aussi. Et donc, on a bien que A union B est égal à A inter B. Donc dans ce cas-là, on a prouvé ce qu'on appelle l'application directe, c'est-à-dire de gauche à droite. Et maintenant, on fait ce qu'on appelle l'implication réciproque, de droite à gauche. C'est-à-dire, je suppose que A union B est égal à A inter B, et je vais vouloir prouver que A égale B. Alors pour prouver que A égale B, on fait souvent ça avec les ensembles. Je vais prouver que A est inclus dans B et que B est inclus dans A. Alors, je vais dire soit X appartenant à A, ça veut dire que X
appartient à A union B, puisque, évidemment, A est inclus dans A union B, et donc X est égal appartient à A union B, mais A union B est égal à A inter B. Donc, X appartient à A inter B. Mais A inter B, c'est inclus dans B. Donc, X, ça implique que X appartient à B. Et donc, si X appartient à A, là j'ai mis un donc, j'aime mieux mettre un implique. Si X appartient à A, j'ai prouvé que ça implique que X appartient à B. Donc, A est inclus dans B. Bon, ben, on peut procéder exactement de la même manière, soit X appartenant à B, alors X appartient à A union B, qui est égal à A inter B, qui lui-même est inclus dans A, et donc, X appartient à A. Et donc, ça nous prouve que B est inclus dans A, et on a bien A est égal à B. On a prouvé ainsi l'implication réciproque. Donc on a prouvé que si on est à gauche, on peut aller à droite, si on est à droite, on peut aller à gauche, et donc on a prouvé l'équivalence entre ces deux affirmations. A égale B est équivalent à A union B est égal à A inter B. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. Alors merci beaucoup de m'avoir suivi jusque-là. On se retrouve demain pour donc la correction de l'exercice où nous allons chercher des contre-exemples pour infirmer des affirmations. N'hésitez pas à chercher des contre-exemples de votre côté d'ici là. Donc on se retrouve demain. Bonne journée à vous et salut!